Franck, moi qui suis peintre et toi qui es comédien, le mot numéro 2 pour notre lexique qui me vient, c'est pas tout à fait un mot, c'est une expression qui vient de notre première conversation, c'est celle du regard extérieur. Un peintre, et je vais pas te donner la parole tout de suite, je vais commencer, tiens. C'est que nous, on est dans la solitude d'un atelier et on a, à part si on est avec un enseignant, mais on est en train de créer quelque chose. C'est assez, la pratique est solitaire, ce qui fait que toutes les fois où il y a des gens qui voient notre travail filmé ou notre travail retransmis, ils sont très fascinés. Parce que nous, c'est la grosse différence entre votre pratique et la nôtre, c'est que nous, c'est un art de l'espace et vous du temps. Nous, le temps, il n'existe pas. Tu vois le résultat fini. Alors la vertu, c'est que moi, si c'est moche et qu'on m'a prévenu avant, tu ne le verras jamais, alors que toi, tout le monde sera au courant en direct. Euh, et donc, ce rapport au temps, c'est quelque chose qui nous sépare vraiment, je crois. Mais par contre, la contrepartie pour nous, c'est que c'est un art très solitaire où il va falloir prendre seul la décision d'arrêter. Il va falloir, on parlait d'échauffement et de comment commencer, on va y revenir une autre fois sur l'inspiration, mais on commence quelque chose. Mon professeur de peinture disait aussi, on commence pour soi et on termine pour les autres, pour que les autres comprennent ce qu'on a voulu faire en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes entre guillemets plus gâté, même si ça doit être psychologiquement difficile d'être vu, d'être observé, disséqué. Comment tu vois cette idée de regard extérieur, si c'est mon deuxième mot? Bah, le regard extérieur pour un acteur ou un comédien, encore une fois, je le répète, je le répéterai toujours, c'est pas acteur au cinéma et comédien au théâtre. On y viendra un jour ou l'autre sur la réelle définition de l'un et de l'autre. Euh, L'œil extérieur, donc que ce soit au théâtre ou au cinéma, pour le coup, est absolument primordial. C'est-à-dire que l'acteur ou le comédien ne peut pas se passer d'un œil extérieur, que ce soit dans un premier temps un professeur d'art dramatique, que ce soit dans un deuxième temps, une fois plus confirmé donc, et engagé, ça sera donc un réalisateur ou un metteur en scène qui aura la main et cet œil extérieur. Et en fait, c'est extrêmement facile. Il y a dans cet œil extérieur, il y a c'est très très tranchant, très ambivalent, très cruel parce que en fait, c'est vraiment enfin l'acteur ou le comédien est complètement pieds et poings liés intrinsèquement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement à cet œil extérieur qui est un autre. Donc effectivement, totalement à l'inverse d'un art solitaire comme la peinture, où bah, bien sûr la décision n'appartient qu'à celui qui exécute la décision de tout, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il va faire, de ce qu'il fait, de ce qu'il va transmettre, etc. Là, non, c'est pour nous, c'est l'œil extérieur qui est le juge, le juge. Donc, faut pas se mentir, tu es jugé. Alors, d'où le phénomène de cette relation extrêmement difficile à trouver pour un acteur ou pour un comédien, c'est-à-dire que ça se passe bien avec cet œil extérieur. Donc, il y a une relation qui doit s'établir, qui, dans la phase d'apprentissage, quand on est en cours d'art dramatique, est forcément difficile parce que c'est normal, les professeurs sont extrêmement critiques et extrêmement durs. Et donc, il faut accepter ça parce que de toute façon, un metteur en scène ou un réalisateur sera tout aussi dur. Donc, il faut accepter d'être d'être modelé. On n'est pas maître à 100% de ce qu'on fait. Et en revanche, le fait d'essayer d'être le meilleur possible va enfin donner à l'acteur ou au comédien une liberté vis-à-vis de un peu de ce maître esclave entre guillemets, hein, qui est le professeur, le metteur en scène ou le réalisateur, parce que quand
on arrive à étonner son professeur, son réalisateur ou son metteur en scène, il y a une forme de respect qui s'installe et donc la tension se détend pour le coup et la relation devient plus fluide. Mais on est confronté à cette difficulté où on est jugé tout le temps, sans arrêt. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et après, il faut argumenter parce que des fois, ça ne se passe pas forcément bien parce qu'on sait très bien que le metteur en scène ou le réalisateur ou le professeur en question n'a pas forcément raison. C'est pas parce qu'on est censé être hiérarchiquement plus haut que l'élève qu'on a toujours raison. C'est faux. En art, on se trompe toujours. Même les plus grands font des erreurs, évidemment. Euh, et ceci dit, après, c'est ce qui va faire le futur, entre guillemets, de l'acteur ou du comédien, parce que c'est ce que vont dire un professeur, un metteur en scène ou un réalisateur à l'acteur ou l'actrice en question, ou au comédien ou à la comédienne en question, c'est ce qui va forger tout son avenir. C'est-à-dire que si on commence à te dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ça va pas, recommence, etc., et qu'on te dit ça pendant, si on prend l'exemple d'un cours d'art dramatique où c'est un cursus de 3 ans, où on travaille tous les jours, etc., si puis tu échoues pour passer en deuxième année, puis tu échoues pour passer tu finis par passer en deuxième année, mais tu échoues à nouveau pour passer en troisième année, etc., etc. C'est la vision qu'on a de toi, c'est la vision que tu dégages, c'est ce qu'on va te demander, c'est cette performance constante qu'il va falloir aller chercher, obtenir pour obtenir l'approbation de celui qui est donc ton professeur, ton metteur en scène ou ton réalisateur. Et c'est là où en fait, c'est là où fondamentalement, on ne crée pas seul, un acteur, un comédien ne crée pas seul. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on voit de très bons acteurs qui parfois, dans certains films, sont pas excellents parce qu'ils ont été très mal dirigés sur le plan de la direction de l'acteur. Et inversement, des gens pas forcément excellents à la base, mais qui, grâce à de très bons directeurs d'acteurs, vont donner quelque chose de fabuleux. Donc, tout ce que tu vas faire, ton œuvre, entre guillemets, de façon très, très humble, dépend de cette autre personne. Et alors, avec ceux avec qui tu parviendras à travailler, et puis ceux avec qui, malheureusement, il y aura des clashs, tu ne pourras pas. Et puis après, bon, chacun, comme ça, fait son parcours. Et c'est bien pour ça aussi qu'il y a des familles, il y a des options dans les façons de travailler, dans les méthodes. Et certains vont plutôt vers certains types de directeurs d'acteurs et ils ne veulent surtout pas travailler avec d'autres, etc., etc. Bon, voilà, sans être trop long, mais… S'il y a un équivalent pour nous, c'est plus tard dans le fait qu'un galériste regarde ton travail. C'est aussi celui qui va le juger et que le public l'achète parce que s'il y a une grosse différence entre vous et nous, c'est que vous, on a payé avant de voir et donc on peut balancer des tomates si ça ne nous plaît pas. Ça se perd, hein, ça se perd. Ça se Mais perd un peu, mais bon, même s'il n'y a pas les tomates, on ressent les tomates quand même. Le prix du kilo aussi. Et, Oui. et je pense que la différence qui est forte, c'est que nous, tu peux avoir des tas de gens qui aiment ton travail, qui te le disent, mais sans rapport à l'argent cupide. Si quelqu'un l'achète, il va plus loin. Il l'emmène chez lui, il va vivre avec lui. Et j'ai rencontré des gens qui vivent avec des dessins que j'ai faits, qui s'en souviennent bien mieux que moi. C'est très étonnant que cette création parte vers d'autres regards, en fait. S'il y a un équivalent, je pense qu'il est a posteriori pour nous. Je vais te poser une question sur la partie solitaire de votre travail. Est-ce que quand tu lis une pièce, parce que je sais qu'il y a au cinéma notamment des lectures autour de la table, je pense qu'au théâtre aussi, avec le metteur en scène et tout le monde a son texte, mais est-ce que dans la phase qui précède cette lecture-là, je ne sais pas comment on peut dire, si tu te le mets dans la bouche ou dans le cerveau, est-ce que tu vas lire à voix haute et est-ce que le fait de t'entendre n'est pas déjà un petit peu une façon d'avoir un décalage? Ou est-ce que c'est vraiment solitaire à ce moment-là quand même? Il y a un petit morceau d'avant où ta pratique va être dans la solitude, comme dans un atelier de peinture. Bah, disons que
évidemment, à partir du moment où tu es, engagé sur un rôle ou alors tu es au seuil d'une audition et tu as déjà en main le rôle ou le texte sur lequel on souhaite t'auditionner, bien sûr que l'acteur ou le comédien, dès lors où il est confirmé, se dépêche de faire fonctionner au plus vite son imaginaire pour avoir quelque chose à proposer le lendemain lors de cette audition ou effectivement donc de cette lecture, car c'est une étape, c'est la première étape et elle est incontournable. C'est-à-dire que comme ça le sous-entendait dans ce que j'ai dit précédemment, nous, on travaille pour avoir un résultat pour une œuvre collective. Donc, ça va être l'addition des compétences de chacun qui va créer un résultat. On commence par se mettre tous autour d'une table. Enfin, on est en position statique, assis, généralement, évidemment, en cercle, entre guillemets, pour tous se voir, et tout commence par une lecture. Mais bien sûr, on sait très bien que quand on a une lecture, on l'a un peu préparé un minimum auparavant, parce qu'on sait très bien qu'on commence déjà à être jugé lors de cette lecture. Que d'ailleurs, on doit faire, c'est très difficile puisqu'elle doit être la plus neutre possible, parce que si on commence déjà à y mettre des intentions ou des émotions dans cette lecture, on nous dit non, 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 les intentions, les émotions, c'est pour après. Il faut partir du plan neutre, ce qui est logique. Sinon, on commence déjà à avoir des préjugés sur ce que pourra ou sera le personnage. Donc, pas de préjugés, il faut lire neutre. Mais en même temps, y apporter quand même une certaine personnalité, un certain tempérament, mais qui là est strictement personnel, c'est-à-dire au travers de cette lecture, montrer toi qui tu es, non pas le personnage, mais toi. C'est toi dans un premier temps qu'on cherche à voir. Et c'est là où, en amont, donc on va dire la veille, par exemple, eh bien oui, tu as fait émotionnellement et psychiquement cette préparation en disant, bon, attention, c'est le metteur en scène X ou Y, avec X, ma lecture, je vais lui montrer telle partie de ma personnalité parce que je pense que c'est plus ça qu'il recherche. Par contre, avec Y, je vais faire une lecture de façon très différente. Donc voilà. Voilà. Alors, je m'éloigne un peu, je m'écarte un peu, mais voilà, donc on est très peu seul finalement. Et après, on aura dans le temps un travail seul à produire, mais ce qui compte, c'est que le lendemain, quand on est à nouveau sur le plateau face au metteur en scène ou au réalisateur, ce qui compte, c'est de lui proposer à nouveau quelque chose qui fonctionne. Et pour ça, il y a des acteurs ou des comédiens qui auront travaillé vraiment en s'isolant chez eux, en travaillant le rôle, etc., en reprenant le texte, en rentrant dans l'imaginaire du personnage, etc., etc. Et à l'inverse, on va avoir d'autres acteurs, d'autres types de comédiens qui ne vont pas travailler du tout, qui vont faire tout l'inverse, qui vont se détendre, qui vont justement penser à rien de ce qui doit se passer le lendemain pour arriver complètement dans l'instinct, dans une proposition instinctive dans ce qu'ils vont proposer le lendemain. Donc les deux sont possibles. Et pour aller un peu plus loin et terminer en même temps, est-ce que dans le regard extérieur dont vous avez besoin, est-ce que quand tu passes une audition, je pense quand tu es jeune comédien, tu la prépares comme un sparring partner de boxe avec quelquefois un ami qui ne sait pas le faire. On a tous en tête des gens c'est le copain qui se retrouve embauché alors qu'il n'était même pas comédien. On en voit passer la légende de… Ça arrive. Est-ce que est-ce que le regard ou le travail en binôme avec d'autres comédiens peut servir de regard extérieur et dans quelle mesure il est différent de celui du metteur en scène? Alors,
c'est encore pire parce que non seulement ton partenaire va avoir en gros le même regard sur toi que celui du metteur en scène, mais en plus, il va avoir un regard sur toi de comédien à comédien. Et ça, c'est assez redoutable. C'est-à-dire que si tu ne parviens pas à séduire ton partenaire par ton jeu d'acteur ou de comédien, Oui. eh bien, l'alchimie ne se produira pas entre toi et lui. Et au bout d'un moment, évidemment, c'est même pas au bout d'un moment, c'est en très très peu de temps, le metteur en scène qui s'en est aperçu dès le début et qui pense que ça va peut-être évoluer, si ça n'évolue pas, si la tendance ne s'inverse pas, eh bien, cette distribution-là, en l'occurrence, ne sera pas possible. C'est tout le problème d'une œuvre collective. Oui. Je pensais te dire une chose amusante pour nous, c'est que j'aime bien quand des collègues viennent voir mon travail, et ça va peut-être te surprendre, mais les remarques les plus intéressantes, quelquefois j'ai un ami collègue qui vient me dire arrête là, il est vraiment bien, alors que j'étais persuadé que. Ça peut te surprendre, mais quand le collègue fait un travail qui est un peu trop proche du mien, entre guillemets, j'ai moins confiance que quand c'est quelqu'un qui fait quelque chose de très très différent. Si j'ai des amis qui font de l'abstrait, je fais quelque chose de figuratif, son avis, dans la façon de regarder les surfaces, de les simplifier, va énormément m'apporter parce que son regard est très très différent de ce que je peux souhaiter. Oui. Et de la même façon, c'est presque une blague, mais l'avis de ma femme, de ma mère ou de ma cousine va pas beaucoup me servir parce qu'il va peut-être m'encourager les jours où je suis dans le fond du trou en pensant que je suis un gros nul. Mais on attend quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu affectif, mais en même temps assez distant. Et quand le travail est le même, quand nos pratiques sont les mêmes, ce regard n'est pas assez distant en fait. Quelquefois, je ne vais pas le dire, enfin ça pourrait être mal interprété, mais si je suis jaloux de quelque chose, ce n'est pas le cas, hein, mais si je suis jaloux de quelque chose que j'aurais aimé faire qui est devant moi, je vais avoir du mal à avoir un avis extérieur et à en dire quelque chose. Alors que si c'est très loin de ce que je fais, ça va me nourrir plutôt. Oui. Oui, parce que la personne en question a plus de recul instinctivement et spontanément parce que vous ne faites pas la même chose. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de mal à se dire les choses. Il y a, voilà, dès lors où on commence à faire, c'est-à-dire à comparer ce qui est comparable, donc à faire la même chose, alors là, on peut commencer à se dire qui est le meilleur. Et c'est là où cette confrontation est pas très saine au bout du compte. Et ensuite, tu parles aussi, à travers ce que tu viens de dire, du regard du vrai spectateur. C'est-à-dire que le regard qui va le plus compter au bout du compte, alors bien sûr, il y a le regard de la profession qui est toujours une certaine forme de validation de ton travail, etc. Oui. Mais en réalité, si un artiste, entre guillemets, n'est pas un usurpateur, pardon, sa vraie mission, c'est quand même de transmettre entre guillemets, aux vraies personnes, c'est-à-dire au vrai public, aux vrais spectateurs, c'est-à-dire ton tableau est dans la vitrine d'une galerie, monsieur ou madame lambda passe devant, hop, elle s'arrête. Et ça, c'est la plus belle récompense. Et là, effectivement, on a ça, bien entendu, beaucoup au cinéma et au théâtre, et peut-être encore plus au théâtre, où d'un seul coup, l'avis du public diverge complètement avec les avis préalables qu'avait pu donner le metteur en scène lors de son filage. C'est-à-dire qu'on fait un filage avant la première, avant la couturière, la première. Il y a des gens qui viennent voir, le metteur en scène va dire « Ah, vous voyez ça, je suis sûr qu'à ce moment-là, c'est ça qui va fonctionner, etc. parce que ceci, cela. » Et au moment de la première, avec le vrai public, donc, et bien d'un seul coup, le comédien qui était peut-être un petit peu moins
moins leader, eh bien, c'est lui qui va être le plus regardé. C'est sur lui que les choses vont se jouer beaucoup plus. Celui qui était prétendu pour être le leader va l'être beaucoup moins. Et quand le spectacle sera fini, en retour, eh bien, on est parfois très étonné de ce que nous rapporte le public en disant « Ah, mais ça, moi, j'ai adoré, ça, j'ai pas du tout aimé. » Et très, très souvent, c'est pratiquement à l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Voilà. Et c'est là aussi où, sur l'œil extérieur, parfois, l'acteur ou le comédien a l'impression de faire un truc super. Ah, il est en désinhibition, il se lâche complètement. On pourra venir d'ailleurs sur le mot désinhibition, c'est très important. Il se lâche, il se dit là, hop, ça y est, il a fini sa scène, il regarde presque le metteur en scène en disant alors, hein, tu vois, ça et tout. Et le metteur en scène lui fait non, ça va pas, c'est pas ça, c'est pas bon, etc. Et puis le lendemain, il va revenir, il est un peu désespéré, il repart quand même avec le maximum d'énergie. Il fait quelque chose, mais il a l'impression que c'est pas super. Et là, le metteur en scène lui dit c'est excellent. Alors, comment arriver ensuite à contrebalancer avec. Ou alors, je finis juste là-dessus rapidement, ou alors des gens qui vont trouver tel acteur ou tel comédien absolument sublime, super, magnifique, etc. On peut y aller dans les superlatifs, etc. Et puis d'autres, d'autres metteurs en scène, réalisateurs professionnels, etc., qui vont pas du tout aimer sa façon de jouer, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle enfin, on est vraiment dans un bain de subjectivité, quoi. C'est ultra subjectif dès lors où on est confronté à produire quelque chose d'artistiquement collectif, quoi. C'est très compliqué. Je te propose même pour conclure un futur mot qui me vient de ta dernière remarque, c'est sur le fait de produire un effet, en fait. Dans quelle mesure on doit être à distance de l'effet à produire ou pas, et je propose que ça soit un prochain mot du lexique, cher monsieur. Eh bien, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.